Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue sur Sud Radio, c'est les vraies voix, c'est parti jusqu'à 19h, 2 heures de débat, 2 heures d'interview, 2 heures de témoignages, 2 heures d'échange tout simplement avec vous, que vous soyez sur la route du retour des vacances, sur la route des départs en week-end ou tout simplement sur la route du retour du travail. Il est 17h04, on est ravis de vous accompagner en ce vendredi 22 août, c'est vraiment la dernière ligne droite avant la semaine qui prépare la rentrée, je suppose. Alors on va débattre de l'actualité, vous allez voir, elle n'est pas toujours joyeuse, malheureusement, c'est ce que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant ça, je vous présente tous ceux et toutes celles avec qui vous allez en parler, notamment au 0826 300 300. Déjà, on commence à Limoges avec Benoît, la vraie voix du soir. Bonjour Benoît, bonsoir même. Bonsoir, bonjour à vous. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, vous êtes rentré de vacances vous aussi ? Oui. Genre, je finis la semaine, là, je reprends lundi. Bon, écoutez, on va essayer de vous faire oublier que vous reprenez lundi, tout simplement. Et puis, on va voir justement ce sur quoi vous vouliez revenir. Je vous présente vos 3 acolytes du soir sur Sud Radio. Nous sommes déjà avec une journaliste, Anissa Arfaoui. Bonsoir, Anissa. Bonsoir, Jean-Marie. On vous retrouve avec plaisir sur Sud Radio. Je rappelle qu'on est aussi avec Madi Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Pareil, on est toujours ravis de vous retrouver. Vous êtes directrice de la communication d'Influence. Vous êtes aussi autrice d'un livre, on rappelle son... Française venue d'ailleurs, édité chez Stock. Voilà, édité chez Stock. Si vous voulez faire votre course, n'hésitez pas. On fait toujours de la pub pour les amis. On est aussi avec Anthony Martin-Smith en duplex quelque part sur la planète. Bonsoir Anthony. Bonsoir à vous et un Français parti ailleurs. C'est ravi ça. En tout cas ce soir de partager avec 2 femmes. Pour une fois, ça change. Exactement, ça vous fera du bien aussi. On est ravis de vous retrouver, mon cher Anthony. On a passé un très bel été en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes champion de judo. C'est pour ça que par sécurité, on vous a éloigné du studio. Je rappelle aussi qu'on a le bonheur de vous retrouver tous les week-ends dans l'émission Faut que ça change. Une émission qui porte notamment sur l'inclusion et le handicap. Mais avec vous, on va parler de tout et notamment de politique. On va aussi parler de sujets de société pour le meilleur et le pire. Le premier débat des vraies voix à partir de 17h30, on s'en serait bien passé et on est obligé de la poser cette question à 17h30. Est-ce que l'antisémitisme est devenu hors de contrôle ? Qu'est-ce qui s'est passé à Portet-Puymorens, cette toute petite ville dans les Pyrénées, au bout du bout des Pyrénées-Orientales, une ville absolument magnifique où vous avez une superbe petite station de ski. Eh bien, sachez finalement que tout simplement des enfants israéliens, je dis des enfants, des jeunes en tout cas, qui avaient de 8 à 16 ans, se sont fait refouler d'un centre de loisirs au motif manifestement qu'il serait israélien. Le chef du centre de loisirs a été placé en garde à vue. Lui, il défend des convictions personnelles. On n'en sait pas davantage, mais on va en débattre et on va élargir le sujet. Vous entendrez aussi sur Sud Radio la réaction du maire du village de Portet-Puymorens, qui est évidemment complètement désemparé. Le reste de l'actualité, c'est aussi les conseils pratiques et de sécurité qu'on vous donnera, notamment à la veille de ce week-end des grands retours. Les conseils de prudence avant de prendre la route sur de grandes distances, justement pour éviter d'alourdir la cohorte des décès sur la route qui ont malheureusement augmenté ces derniers mois. Voilà ce dont on parlera. On est ravis malgré tout de vous retrouver sur Sud Radio. Et tout de suite, tiens, on va écouter le coup de cœur un peu paradoxal de Benoît. Vous êtes avec nous, Benoît ? Oui, je suis avec vous. Bon, alors c'est assez drôle parce qu'au début, vous vouliez pousser un coup de gueule contre le gouvernement. On s'est permis de vous dire en toute modestie que ça arrivait assez souvent du côté du standard de Sud Radio, donc on vous a proposé de parler d'autre chose. Ça veut pas dire qu'on veut pas que vous tapiez sur le gouvernement. Mais du coup, vous hésitiez entre François Bayrou, manifestement, et Dracula, parce que c'est un coup de cœur pour le dernier Dracula. Oui, et puis finalement, Dracula et Luc Besson sont beaucoup plus intéressants que Monsieur Bayrou, donc voilà. J'ai été voir ce film dans la semaine et je l'ai trouvé excellent, comme beaucoup de Luc Besson. Une version un petit peu différente de ce qu'on peut voir. Et je trouve ça d'avoir mis comme ça le projecteur sur une histoire d'amour, sur une histoire de vampire, et j'ai trouvé ça fabuleux. Et c'est un film vraiment à voir. C'est une belle histoire, hein, l'histoire de Bram Stoker. De toute façon, il y avait un très beau film avant, c'était aussi une histoire d'amour. C'était le superbe film de Coppola. Vous l'aviez vu aussi, je suppose ? Oui. Ah oui, j'ai vu un peu tous les Dracula. J'aime bien cet univers un peu fantastique. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un casting génial, des scènes époustouflantes et puis non, franchement, il du est grand vraiment, spectacle. Vraiment,
Du grand spectacle, du grand Luc Besson, comme beaucoup de ses films. Mais écoutez, je suis un grand amateur de Luc Besson, mais c'est vrai que ça fait plaisir que notre cinéma puisse rayonner avec des films comme ça. Mais d'autant plus qu'on a souvent tendance à taper sur le cinéma français, parfois qu'on critique, auquel on reproche d'être trop subventionné alors qu'il ferait pas suffisamment d'entrées. Vous, en tout cas, vous regrettez pas votre entrée, si j'ai bien compris. Alors je regrette pas du tout mon entrée. Vraiment. J'ai des amateurs de Dracula. Je sélectionne mes films et c'est vrai que celui-là j'ai vraiment pas regretté. Nissa Arfaoui aussi l'a vu. Alors je l'ai vu. Bon, je suis une fan du cinéma de Besson d'habitude. Là, j'ai été un peu moins époustouflée, même si les paysages et les scènes sont merveilleusement filmés, les costumes sont sublimes. J'ai pas compris pourquoi c'était en anglais, parce qu'on aurait pu en fait le faire aussi en français. J'ai pas compris. Roumain, en version originale. Ça complique les choses. Exactement, c'est une belle langue aussi le roumain. Quelqu'un d'autres cinéphiles, Anthony Martin-Smith? Écoutez, non, je l'ai pas vu, et puis c'est vrai que j'aime bien aussi pouvoir bénéficier de l'audio-description. Vous savez, ces commentaires audio qu'on donne aux personnes aveugles pour qu'elles puissent suivre un film. Ce qui n'a pas été le cas, donc je ne suis pas allé. Et vous en profitez poliment pour souligner la stupidité de ma question. Mais je me permettais quand même de vous donner la parole. Non, je souligne pas du tout la stupidité de votre question, je souligne la stupidité du producteur. Ça, c'est vrai aussi, et ça manque. Mais on peut en profiter d'ailleurs justement pour pousser un coup de gueule à ce sujet. C'est-à-dire que vous pouvez pas en profiter. Tiens, rappelez à tous ceux qui nous écoutent ce que c'est que l'audio-description, parce que c'est pas des simples sous-titres pour le coup. Non, vous bénéficiez d'un casque ou d'écouteurs dans un cinéma ou même devant votre téléviseur, et vous avez une voix qui vous décrit de façon très neutre ce qu'il se passe à l'écran. Par exemple, Jean-Marie s'approche de Maddy, il la regarde intensément et s'apprête à l'embrasser, mais Maddy se recule, puisque nous sommes en 2025. Oui, c'est exactement ça. Et que nous faisons attention. Vous avez intérêt aussi à faire attention, mon cher Anthony. Le franco-américain de la bande. Bon, allez, restez avec nous, les amis. On est ensemble jusqu'à 19h. L'actualité, je l'ai dit, malheureusement, pour ce qui se passe en France, pas seulement d'ailleurs, mais on va s'intéresser à ce qui se passe en France, c'est la flambée de l'antisémitisme. Est-ce que c'est hors de contrôle? On en débattra à partir de 17h30. Mais avant ça, les 3 mots dans l'actu avec Majid Deimat dans quelques instants. Vous allez voir pourquoi la Poste suspend les envois de colis aux États-Unis. Oui, on peut plus vous envoyer de cadeaux, de gourmandise, mon cher Anthony. Désolé pour vous. On va aussi pousser un coup de gueule avec vous dans un instant, parce que vous avez pas du tout aimé, Anthony, la réaction de Gabriel Attal à la mort de Jean Portmanœuvre. On vous explique pourquoi dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Jusqu'à 19h avec Madi Seidi. Nous sommes également avec Anissa Arfaoui et Anthony Martin-Smith pour sa part en duplex sur Sud Radio. Ça veut dire à distance, de l'autre côté d'un océan. Je vous laisserai deviner lequel plus tard, mais c'est pas parce qu'il est loin qu'il ne s'énerve pas de ce qui se passe en France. Les vraies voix Sud Radio. Anthony, vous avez regardé Twitter et vous avez vu rouge. Oui, effectivement, si je vous dis, en faisant un petit qui c'est qui a dit quoi, j'ai proposé des... Attendez, non, pardon. J'ai fait des propositions fortes, concrètes, fermes, de dépistage à l'addiction aux écrans. Le premier à l'entrée au collège, le second au lycée, pour dépister et prendre en charge l'addiction aux écrans au plus vite. Vous pensez à qui ? Je pense à celui dont je vous ai parlé il y a 2 secondes, donc la question est un petit peu facile. Mais certes, je vois de qui vous voulez parler, et je vois surtout qu'il s'agit de Gabriel Attal. De Gabriel Attal, effectivement, qui a posté un tweet en réaction au décès morbide dont on a parlé d'ailleurs en début de cette semaine sur la plateforme Kik. Ce décès en direct sur la plateforme Dans son sommeil. Je parle évidemment de Jean Portmanœuvre, de son vrai nom, Raphaël Graven, où Gabriel Attal s'est à la fois ému, s'est à la fois épanché pour transmettre ses condoléances à la famille et aux proches de Raphaël Graven, mais aussi a fait une récupération politique un peu maladroite, je dois le dire, en parlant de ses propositions lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. Eh bien, je trouve ça choquant, parce qu'il y a un temps, évidemment, pour les condoléances, il y a un temps pour se recueillir, pour le respect de la mémoire, il y a un temps pour la récupération politique. Et ça a été extrêmement maladroit, de mon point de vue, très mal calculé, en tout cas s'il veut se faire une place pour 2027, parce que ce n'est pas parce que nous sommes à l'époque où tout va très vite
qu'il faut aller trop vite. Et surtout trop communiquer. Puis on voit surtout un hommage, un éloge funèbre en quelque sorte, ajouté d'un certain nombre de mentions à la première personne. J'ai proposé, j'avais fait ceci, je suggère que. On parle plus de soi en fait que de la victime à laquelle on est censé rendre hommage. Au-delà de ça, il propose des solutions, notamment une taxe sur les plateformes, ce qui lui vaut une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Tiens, quelle idée on a eue pour lutter contre les dérives de ces plateformes? Ben allez, une nouvelle taxe. Mehdi Saidi. Malheureusement, ça c'est très français. Pour régler des problèmes, c'est soit il faut une nouvelle loi, soit c'est une nouvelle taxe. Et effectivement, je ne peux que partager ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, les politiques ont du mal justement à séquencer leur prise de parole, même si on sait qu'ils font de la communication, mais on ne peut pas faire de la com sur un cas aussi tragique que celui-là. Mais évidemment, avec un côté concours l'épine en plus. Absolument. Évidemment, viendra le moment où il faudra des solutions, il faudra en parler de manière peut-être plus politique en essayant de trouver des solutions à ce phénomène qui touche beaucoup de jeunes. Mais néanmoins, là, c'était vraiment l'heure du deuil, l'heure des condoléances. Et je vous engage d'ailleurs, parce qu'on peut aussi dénoncer, à réécouter en podcast sur sudradio.fr le coup de gueule poignant de la journaliste Françoise Laborde. C'était ce matin dans le grand matin Sud Radio de Jean-François Akiliani Sarfaoui. Moi, je suis hallucinée qu'on soit sur une récupération politique quand on parle de mort. C'est quasiment un snuff movie. C'est comme ça que ça s'appelait dans les années 90, 2000. Il y avait des films d'horreur sur grand écran. On reste sur la thématique du cinéma qui traitait de ce genre de vidéos. Je n'en reviens pas qu'on le vive et que la seule chose qui sorte soit la taxe ou une communication politique. Mais... Exactement. Puis on reviendra aussi sur ce que ça dit de notre société, parce que on peut taper autant qu'on veut sur l'Arcom ou sur les politiques, mais il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui regardaient ça, même parfois en famille, parfois avec leurs enfants. Un pauvre homme qui se faisait gifler, insulter, un autre handicapé qui se faisait moquer en permanence. Enfin, c'était absolument révoltant. 17h18 sur Sud Radio. Tout de suite, l'actualité n'attend pas. Les vraies voix Sud Radio. Et Magid Deimat non plus. Bonsoir Magid. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir. 3 mots dans l'actu avec vous qui sont malheureusement famine, colis et noyade. Et oui, l'ONU déclare officiellement la famine à Gaza et tire la sonnette d'alarme pour 500 000 personnes en état catastrophique. Colis, car prenez vos précautions, dès le 25 août, il ne sera plus possible d'envoyer un colis aux États-Unis par la poste. Vient de communiquer l'entreprise. Et enfin, le nombre de noyades a augmenté avec des précisions de Paul Vinel. Les vraies voix Sud Radio. Et donc pour ce premier mot, famine, l'inquiétude évidemment pour Gaza, parce que l'Organisation des Nations Unies le déclare officiellement. Famine, c'est ce qui se passe sur place dans la bande de Gaza. Et oui Jean-Marie, et selon ces experts, 500 000 personnes sont dans un état catastrophique. C'est la première à toucher le Moyen-Orient. Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'IPC, un organisme de l'ONU basé à Rome, confirme que la famine touche déjà le gouvernorat de Gaza. Une situation qui alarme Tom Fletcher, responsable des affaires humanitaires de l'ONU, au micro de l'AFP. C'est une famine qui nous concerne tous. Nous en sommes tous responsables. La famine à Gaza est la famine du monde. C'est une famine qui nous interpelle. Mais qu'avez-vous fait? Une famine qui va et doit tous nous hanter inévitablement. Et c'est une famine prévisible et évitable. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ajouté « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération de tous les otages et d'un accès humanitaire total. » Selon l'IPC, une famine est déclarée lorsqu'un foyer sur 5 manque de nourriture, un enfant sur 3 souffre de malnutrition sévère et au moins 2 personnes sur 10 000 meurent de faim chaque jour. Pour sa part, Israël a affirmé qu'il n'y a pas de famine à Gaza et conteste le rapport de l'IPC qu'il juge partiel et basé sur des fausses informations provenant du Hamas. Ouais, et d'ailleurs, ce genre d'information a des conséquences, puisqu'on y reviendra dans un quart d'heure. Quel que soit le prétexte ou l'émotion sincère qu'on peut éprouver, ça donne un prétexte aussi à ceux qui voudraient se venger sur des enfants qui n'ont rien fait dans toute cette histoire. Deuxième mot dans l'actualité, mon cher Magid Deimat, c'est le mot colis. Alors la Poste va suspendre temporairement l'envoi des colis depuis la France, donc vers les États-Unis.
Eh oui, totalement. À partir du 25 août, justement, la Poste suspendra temporairement l'envoi des colis vers les États-Unis, sauf pour les cadeaux entre particuliers de moins de $100. Cette décision fait suite à de nouvelles règles douanières américaines. Dès le 29 août, toutes les marchandises bénéficiaires d'une franchise jusque $800 seront soumises à des droits de douane payables avant l'entrée aux États-Unis. La Poste dénonce un délai extrêmement court pour se préparer, les détails techniques ayant été publiés seulement le 15 août. Non, en gros, la Poste dit que ça va trop vite. Ça peut arriver. Bon, écoutez, c'est très bien. Et justement, Jean-Paul Forceville, directeur des relations internationales du groupe de la Poste, justement, insiste. Il est urgent, selon lui, de clarifier ces exigences pour permettre aux entreprises et particuliers de continuer à expédier leurs colis en toute conformité. Effectivement. Bon, alors à savoir aussi que toutes les entreprises postales européennes rencontrent toutes le même problème. Vous avez entendu, Anthony, vous qui êtes aux États-Unis, si vous vouliez qu'on vous envoie quelque chose que vous avez oublié ici, c'est plus possible. Oui. Écoutez, le fromage et le vin, ça vaut pour des bons produits moins de $100. Donc vous pouvez toujours envoyer, Jean-Marie. Et attention, plus 15% depuis hier. Vous vous rappelez quand même, c'est important. Oui, ça coûte plus cher maintenant. Allez, troisième mot dans l'actu. Et celui-là, il est dramatique. C'est la fin des vacances. C'est le moment où on fait toujours le même bilan, mais on est obligé de le faire. C'est le mot noyade que vous avez sélectionné. Santé publique France, mon cher Magid, livre son bulletin. Et la période de juin à août 2025, malheureusement, a encore été dramatique. Eh oui, tout à fait, Jean-Marie. Et le nombre de noyades est en augmentation. Bonsoir, Paul Vinel. Bonsoir, Magid. Bonsoir à tous. 1013 noyades ont eu lieu en France entre le 1er juin et le 13 août 2025, de plus en plus. Effectivement, le nombre total de noyades est en nette augmentation, plus 14% par rapport à l'an passé. Et ces drames touchent particulièrement les plus jeunes. Entre le 1er juin et le 13 août 2025, 37 enfants et adolescents sont morts d'une noyade contre 28 en 2024. Parmi ces chiffres, 16 noyades mortelles ont eu lieu en cours d'eau, c'est-à-dire les rivières, les lacs ou encore les fleuves, contre 6 l'an passé. Olivier Jaman, maître nageur sauveteur et membre de la Fédération française de sauvetage et secourisme, au micro de nos confrères de France Info Télévision. Le savoir nager est un savoir fondamental de l'éducation nationale, comme le savoir rouler à vélo, comme d'autres savoirs fondamentaux. Et donc cette tranche d'âge de 0-6 ans, c'est un levier important puisque ce sont des enfants qui vont acquérir notamment de l'aisance aquatique, qui vont savoir flotter dans l'eau, revenir au bord et surtout avoir une accoutumance avec le milieu aquatique, donc connaître les risques, connaître leurs limites. Et ça va permettre de familiariser un petit peu la famille et l'enfant au danger du milieu aquatique. Mais contrairement aux idées reçues, les enfants ne sont pas les seules victimes de noyades. Selon Santé publique France, l'augmentation totale de noyades en 2025 a concerné aussi bien les mineurs âgés de 6 à 12 ans que les adultes. En 2025, le nombre de noyades mortelles en mer a augmenté de 40% par rapport à 2024. Et elle concernait d'ailleurs principalement les adultes. C'est dingue, enfin c'est complètement dingue. D'ailleurs, un mot du grand sportif qui est Anthony Martin-Smith. On pense toujours que la natation c'est du sport, mais en fait ça devrait être un savoir fondamental comme le disait le maître nageur. Effectivement, savoir nager c'est fondamental pour la sécurité, aussi pour le bien-être mental, puisque quand vous nagez, vous êtes libre, vous avez aussi la portance de l'eau quand même qui facilite grandement la flottaison. Mais moi je vous dirais, le sujet il est au-delà même de la natation qui est un principe incontournable. Celui aussi de l'information au risque de noyade. Nous devons sensibiliser en permanence, et d'ailleurs c'est très bien que nous le fassions sur Sud Radio chaque semaine, parce que c'est pas tout que de savoir nager. Il y a des gens qui savent nager et qui prennent des risques complètement à considérer, comme aller nager dans des zones de baignade non surveillées, ou d'ailleurs des zones de non-baignade. Qui ne savent même pas d'ailleurs comment réagir quand il y a un courant de baïne ou quand il y a un rouleau au bord de plage, etc. Et avec des comportements complètement irresponsables. Donc je crois évidemment qu'il y a un plan Marshall même national qu'il faudrait mettre en place pour former nos jeunes et puis surtout sensibiliser nos adultes. Je suis d'accord et bon. Et nuancé. Voilà, c'est-à-dire que pour ce qui concerne la responsabilité, évidemment, elle est familiale. Il n'y a pas que évidemment que l'éducation nationale. On se souvient nous des cours de piscine. Enfin, pour moi, c'était un enfer puisque je me souviens qu'on était tout petit et puis il fallait nager pendant 2 heures d'affilée. Détester ça avec la frite en caoutchouc. Horrible, on se rappelle. mais bien sûr. On est tous passés par là. Néanmoins, il y avait quelques informations élémentaires, comme par exemple ne pas sauter dans l'eau si on vient de manger, si on vient de déjeuner. C'était des détails, mais c'est pas rien non plus, parce qu'effectivement, il y a des trucs au niveau de l'estomac qui fonctionnent plus.
qui peuvent aider. Après, c'est les parents aussi qui doivent être un peu responsables pour les plus jeunes. C'est horrible de dire ça dans des circonstances pareilles. Après, il y a des accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Et qui sont toujours absolument atroces. Après, dernier élément, pour ce qui concerne les adultes, évidemment, il y a le niveau de l'inconscience. Maintenant, si c'est sur des zones de baignade, je veux dire des plages, alors peut-être qu'il y a le réchauffement climatique qui contribue un peu. Et est-ce qu'il y a moins de maîtres nageurs qui viennent respecter potentiellement sur les plages? Qui sait? J'ai parlé de zone de non-baignade. Ah oui, aussi. voilà, on est d'accord. On est d'accord, ça c'est vrai aussi. Sans parler des courants de baïne, vous l'avez rappelé, mon cher Anthony, ce qui se passe notamment sur le littoral aquitain. Par moment, Sud Radio vous en parle à chaque fois que le risque est fort, parce que tous les ans, des personnes se font piéger dans cette zone-là. Ça arrive aussi à d'autres endroits, les grandes marées, le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo. Attention les pêcheurs à pied, attention. Anthony, un mot. Oui, rappelons-le, quand vous êtes pris dans un courant de baïne, surtout ne luttez pas, laissez-vous porter, le courant vous ramènera par lui-même sur le rivage. Oui. Pas à l'endroit où vous souhaitez peut-être, mais il vous ramènera. Laissez-vous porter. L'eau est votre allié dans ces cas-là. Espérons en tout cas. Merci beaucoup pour ce mot d'ordre. Allez, restez avec nous dans un instant. Un autre grand débat. Il aurait pu être joyeux, il ne le sera pas. Mais c'est comme ça. Écoutez, parlons vrai. Quand l'actualité est triste, on y revient quand même. 150 enfants israéliens de 8 à 16 ans refoulés comme des malpropres d'un centre de loisirs à Port-et-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales. D'où notre question. Une question toute simple. Est-ce que l'antisémitisme est devenu hors de contrôle? On va en parler avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Corinne Serfati-Chetrit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate perpignanaise dans le département concerné. Vous êtes aussi l'avocate de l'Observatoire Juif de France. Vous avez porté plainte. Alors, question en un mot, parce qu'on va vous reprendre plus longuement après. Pour quel motif précisément et légal vous avez porté plainte? C'est une plainte qui a été déposée pour discrimination en raison de l'origine et de la religion. Et voilà, on en est encore là. On en parle avec vous et avec vous tous au 0826 300 300 dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Il est 17h30 précisément. On débat de l'actualité avec Anissa Arfaoui, qui est journaliste. On débat de l'actualité également avec Madi Seidi, directrice de communication d'Influence et autrice. Et puis nous sommes avec le judoka et animateur radio Anthony Martin-Smith. Tout de suite, notre grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le grand débat avec cette question dont on se serait bien posé. L'antisémitisme est-il devenu hors de contrôle, en tout cas en France? 150 mômes, oui c'est des mômes de 8 à 16 ans, c'est pas autre chose, ce sont des mômes. 150 enfants israéliens refoulés comme des malpropres d'un centre de loisirs à Port-et-Puymorens, dans le Roussillon, dans les Pyrénées. Évidemment, le gérant de ce centre de loisirs a été placé en garde à vue. Il a plaidé des convictions personnelles sans aller plus loin. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé, essayer d'élargir ce sujet. On va en débattre aussi avec notre invitée qui est Corinne Serfati-Chetrit, avocate de l'Observatoire Juif de France, qui a porté plainte. Vous êtes avocate perpignanaise, Corinne Serfati-Chetrit. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute la réaction pour Sud Radio du maire de cette ville, le maire de la ville de Port-et-Puymorens, qui était évidemment désemparé. En premier lieu, je voudrais souligner l'émoi, la stupeur qui règne dans ce petit village de Port-et-Puymorens de 100 habitants dans les Pyrénées-Orientales. Si ces faits venaient à être avérés, le conseil municipal condamnerait à l'unanimité, avec la plus grande fermeté, un tel acte. Pourquoi? Parce qu'ils sont contraires aux valeurs de la République et aux principes de dignité, de respect, d'égalité et de laïcité. Jean-Philippe Auger, le maire de la ville de Port-et-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales, il ajoute, il précise, mais il a raison, c'est un élu, il le rappelle, le gérant de ce centre de loisirs est à ce stade présumé innocent, c'est la moindre des choses. Quoi qu'il en soit, il est visé par une plainte, la vôtre, Corinne Serfati-Chetrit. Absolument, absolument. La présomption d'innocence n'est absolument pas remise en cause. Il est visé par une plainte que j'ai déposée ce matin entre les mains de Monsieur le procureur de la République, et puis il est placé en garde à vue, ce qui veut dire qu'il a été vu par rapport à des faits précis. Et l'information que l'on a du retour du parquet, c'est que la réponse qui aurait été donnée par ce gérant de société est que l'expulsion de ces jeunes, et vous l'avez rappelé, tous des mineurs, 150 enfants, le motif de ce rejet, c'est des convictions personnelles.
ce qui laisse à penser le motif de ma plainte juridique, c'est-à-dire de la discrimination en raison de l'origine et de la religion. Et de la nationalité par ailleurs, puisque ce sont des enfants israéliens. Question importante, je ne sais pas si vous avez la réponse, Corinne Serfati-Chetrit, mais ces enfants, ils sont où aujourd'hui? Comment ils ont été pris en charge? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire après? Alors, ils étaient venus, c'était un voyage qui était réservé depuis de longues dates. Vous imaginez, 150 enfants. Ils se faisaient une joie de rentrer dans ce parc d'attractions. Ils en sont partis escortés par des gendarmes. C'est donc dire que déjà ils sont privés d'une journée de loisirs dans ce parc où ils se faisaient une joie manifestement d'aller. Oui, évidemment. Et ils ont été escortés par des gendarmes et ils sont partis dans un autre parc pour qu'ils puissent passer une journée de loisirs. Voilà. Voilà, en tout cas l'expérience qu'ils auront eue. Alors on peut le prendre de deux manières, hein, cette escorte par les gendarmes. Il faut quand même le dire aussi, Corinne Serfati-Chetrit, c'est que c'est peut-être scandaleux, mais les autorités ont réagi immédiatement. Pardon, la garde à vue, quand on a appris, nous tous journalistes, ce qui s'était passé, l'homme était déjà en garde à vue, les enfants avaient été escortés et ils étaient aussi gardés par des gendarmes. Je sais que moi ça m'écoeure cette situation, et comme tout le monde d'ailleurs, je pense, Corinne Serfati-Chetrit, et pour le coup les autorités ont répondu là. Les autorités ont été très très diligentes et ont réagi avec beaucoup de réactivité, notamment au niveau du parquet. La garde à vue a été immédiate, vous avez raison, ça a été fait avec une grande rapidité. Après, je ne peux pas m'empêcher de considérer qu'il est particulièrement anormal pour des enfants qui n'ont rien fait, seulement qui ont eu la volonté d'aller s'amuser dans un parc, de partir accompagnés de gendarmes. Mais pourquoi on les fait partir accompagnés de gendarmes? Alors vous avez raison, c'est pour des questions de sécurité, mais c'est quand même pas normal. C'est pas parce qu'on vient d'Israël pour s'amuser dans un parc, dans une toute petite commune qui est pas connue pour connaître l'antisémitisme ou des actes de violence commis par des Israéliens ou par des Juifs. Comment est-ce possible que des enfants soient conduits par des escortes pour aller passer une journée de loisirs dans un parc d'attractions? Alors oui, pour les règles de sécurité, oui pour la célérité, oui pour la réactivité, mais ça reste quand même particulièrement anormal. Ne serait-ce que pour l'image de la France. Anthony Martin-Smith. Écoutez, moi je trouve ça scandaleux, à plusieurs égards. Le premier, que ce soit de l'antisémitisme, que ce soit de l'homophobie, ou quelle que soit la forme de discrimination que cela prend. Et je peux en parler. Je suis moi-même en situation de handicap. Je rappelle que le handicap, c'est la première cause de discrimination à 21%, loin devant d'ailleurs les causes pour religion ou origine ethnique, selon le défenseur des droits. Je peux en parler à plusieurs titres. La discrimination, sous toutes ses formes, est inacceptable. Et qu'on parle d'antisémitisme, à chaque fois, évidemment, c'est ce que c'est, et je ne le conteste pas, mais malheureusement, ça donne aussi davantage de raisons à ceux qui disent que nous prenons toujours la défense des Juifs, etc. On le fera à chaque fois que ça arrivera comme ça. Hein. Exactement. Mais c'est ce qu'il faut faire, Jean-Marie. Il faut être derrière nos compatriotes de confession juive, comme il faut être derrière nos compatriotes de confession musulmane, ou quelle que soit la confession. Ou nos invités de nationalité israélienne, puisque c'est le cas de ces gosses. Exactement. Et le deuxième point, moi, qui me choque, Jean-Marie, c'est... Alors, la gendarmerie, j'ai entendu, a fait son travail, et je ne remets pas le rôle des autorités et la difficulté qui est leur travail. Par contre, pour le vivre, la discrimination au quotidien, par exemple, dans les taxis, quand je me présente avec mon chien guide, je suis désolé de comparer ça à cela, mais c'est de la discrimination. Et quand on me dit, mais vous pouvez pas prendre un taxi suivant? Non! Je veux pas prendre un taxi suivant, je veux que vous contraigniez ce taxi-là à me prendre. Eh bien là, en l'occurrence, ce que j'aurais fait si j'avais été ces gendarmes, mais c'est toujours facile quand on n'est pas présent sur site, c'est je n'aurais pas cédé à cette barbarie morale et éthique, j'aurais imposé au parc de faire en sorte que ces jeunes puissent profiter de leur journée et, pardonnez-moi l'expression, mais d'emmerder tous ceux qui seraient contre l'idée que ces jeunes puissent s'amuser dans ce parc-là. Voilà, moi c'est ce que j'aurais fait si j'avais été gendarme. Vous auriez réquisitionné la tyrolienne, quoi, si je vous suis, puisque c'est un parc de tyrolienne. La sécurité de ces jeunes, ça passe d'abord par la protection de leur intégrité morale et de leur intégrité éthique. Et puis c'était quelque chose qu'on leur devait. Je voudrais ajouter une chose, parce qu'on a parlé beaucoup de discrimination. Là, ça y ressemble très fort. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez porté plainte, Corinne Serfati-Chetrit. Je dirais juste que pour les Juifs, c'est la double peine, puisqu'il n'y a pas que des discriminations. Pour le coup, il y a une explosion des actes de violence, parfois même mortels. Et ça se mesure aussi en France. Nos autres vraies voix qui sont avec nous, Anissa Arfaoui. En fait, on parle de discrimination et en fait, pour moi, c'est même pas de la discrimination, c'est encore pire que ça, effectivement.
Je suis désarmée que des enfants, c'est des enfants innocents. On sait qu'ils sont les victimes directes d'une situation politique conflictuelle, et ce sont des innocents qui vivent directement les conséquences d'actes qui les dépassent, en fait. Je suis désarmée, je suis inquiète parce que je pense qu'il y a un problème de fond encore plus grave et plus dangereux derrière. Et ça rappelle aussi ces autres scènes, par exemple ces voitures qui appartenaient manifestement à des juifs, taguées Free Palestine, ou alors ces plateaux repas dans une compagnie aérienne, des plateaux repas cachers commandés en avance. Pareil, il y avait marqué Free Palestine. Madi Saidi. Et on peut être que scandalisé par ce qui vient de se passer. Ça ressemble très fortement, et j'ai même envie de dire, c'est de la discrimination. Et il faut rappeler que c'est un délit. Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est que ce soit le cas d'enfants. Les enfants, en fait, se retrouvent embarqués dans une situation pour laquelle ils ne sont ni responsables et ils sont pas concernés. Et moi, ça me choque toujours quand on s'en prend à des enfants. Alors, c'est vrai que la situation du monde est compliquée, c'est vrai. C'est compliqué au Moyen-Orient. Néanmoins, on ne peut pas imputer à des enfants ce qui se passe dans leur pays d'origine. Ni même d'ailleurs à des adultes. Et même à des adultes, tout à fait. Et ce qui me choque d'autant plus, c'est que je crois que le peuple juif est le seul, je crois, auquel on impute une responsabilité pour des actes qui se passeraient sur son territoire. Est-ce qu'on ferait la même chose pour d'autres pays? J'en suis pas sûr. Et je trouve que nos autorités ont très bien agi, justement, en faisant en sorte d'arrêter le propriétaire du parc et de le mettre en garde à vue. On verra ce que ça va donner. Mais je crois que c'est hyper traumatisant, même pour les enfants, de se faire escorter par la police, pour vivre ça aussi. Et puis tout simplement, pour le dire crûment, c'est dégueulasse. Tout simplement. Absolument. Élargissons un petit peu le débat, puisque la question que nous posons ce soir, c'est ce que l'antisémitisme devient hors de contrôle. Alors revenons aussi sur les chiffres. 1570 actes antisémites enregistrés l'année dernière en France. C'était heureusement en légère baisse par rapport à l'année précédente, il faut le souligner. Quoi qu'il en soit, vous avez une disproportion massive entre le nombre d'actes de haine visant les juifs et leur proportion au sein même de la population française. Je voudrais qu'on donne la parole à Benoît, qui est toujours avec nous et dont je salue la patience depuis Limoges au 0826 300 300. Benoît, vous essayez de rester optimiste. Si je vous demande, est-ce que l'antisémitisme devient hors de contrôle en France, vous dites non. Enfin, vous ajoutez, j'espère pas. Non, j'espère pas, et ça veut dire que si c'est hors de contrôle, on peut plus rien y faire, et là c'est là où on commence à se poser les limites de la République et de notre démocratie. Alors moi je pense que tout a été dit sur le plateau et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis complètement d'accord d'ailleurs. Je trouve ça abject ce qui s'est passé. C'est des enfants en plus. Alors là, ça rajoute de l'horreur à ce qui est déjà pénible. Oui, c'est vrai, ils auraient dû privatiser le parc. Enfin, peut-être pas le privatiser, mais le nationaliser en l'occurrence. Voilà. Non, pas le nationaliser, mais voilà. Alors, mais réquisitionner, c'est ce que vous dites. Oui, on aurait dû obliger le parc à les recevoir. Après, peut-être que les conditions n'auraient pas été optimales, donc, mais on peut saluer la réaction des forces de l'ordre qui, pour une fois, ont peut-être pas été trop laxistes, et ça, c'est pas mal. Et justement, moi, ce qui m'interroge quand même dans ce pays, c'est où est-ce qu'on va, et c'est là où je reconnais plus trop la France que j'aime, et la France qui est normalement la nôtre, à savoir l'inclusion, la protection des minorités, tout en assurant le bien-être du plus grand nombre. Et en fait, là, on parle d'antisémitisme, mais je pense que le premier intervenant l'a très bien dit. C'est par rapport à tout, c'est par rapport aux musulmans, c'est par rapport aux handicapés, et je pense qu'on fait trop de différence entre les gens, et on n'a plus de discours qui rassemble tout le monde, en tout cas qui soit universel. C'est exactement ça. C'est comme ça que vous le vivez. C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve assez dommage en fait. Corinne Serfati-Chetrit. Oui, je pense. Alors, pour répondre à votre premier intervenant, qu'on entend plus les juifs que les autres qui sont discriminés, je pense que toutes les personnes qui sont discriminées doivent faire valoir leur voix, doivent déposer plainte quand il y a des atteintes, et je pense pas qu'il y ait un privilège. Et si le privilège est celui d'avoir le plus d'actes de discrimination, d'actes antisémites et d'actes de violence, je crois que c'est un privilège de se passerait bien la communauté juive sur le sol français, parce que au-delà des chiffres que vous avez énoncés qui sont très justes, il faut quand même savoir que derrière
c'est 1570 actes. C'est pas seulement des chiffres, ce sont des violences, ce sont des coups, ce sont des injures, ce sont cette fois des expulsions qui ramènent à des images quand même pas très glorieuses de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des enfants qui sont escortés tous les matins quand ils vont à l'école et qui, le premier interlocuteur qu'ils voient lorsqu'ils arrivent devant la porte de l'école où ils vont rentrer pour apprendre et pour jouer, c'est les policiers qui leur apprennent les règles de sécurité. C'est un vieux monsieur, ça a été le premier acte antisémite après le 7 octobre, de 60 ans, qui est en cancer de rémission et qui se fait en plein 20e arrondissement de Paris parce qu'il y a un monsieur qui passe devant lui et qui lui dit c'est toi qui tues les enfants à Gaza. Alors une de vos interlocutrice sur le plateau expliquait que les enfants n'ont pas été victimes directes d'un conflit qui les dépasse. J'ai envie de dire que personne ne doit être victime d'un conflit. Il y a par exemple un autre conflit en Russie et en Ukraine. Je n'ai pas vu d'enfants ukrainiens ou d'enfants russes expulsés en raison de leur origine. Non, ça n'a pas été jusque-là, ça c'est clair. Il y a eu quelques actes, notamment parfois anti-russes. On peut rappeler quelques dégradations sur la cathédrale orthodoxe de Paris, orthodoxe russe, j'entends, mais c'est pas allé jusque-là. Effectivement. Ce que vous disiez, il n'y a pas le parallèle. Donc, je crois qu'il y a une réalité avec des digues qui tombent les unes après les autres. Et effectivement, par rapport au sujet qui est le vôtre, ce dossier est quand même symbolique du fait qu'on franchit un cap dans l'escalade de l'antisémitisme, me semble-t-il. Corinne Serfati-Chetrit, il y avait un autre mot qui était utilisé par Benoît. Il disait en France, on est de plus en plus divisé. Tout le monde se replie, chacun avec soi, en tout cas avec qui lui ressemble. Et il n'y a plus de discours qui parle à tout le monde. Est-ce que c'est une impression que vous avez, vous, Corinne ? Complètement. Et dans le cadre du combat que je mène contre l'antisémitisme, et qui est un combat contre tous les délits, contre ce qu'on voudrait appeler des opinions, mais qui en fait sont des délits, ce que je souhaiterais, mon but, mon rêve, ce serait justement que mon combat, il soit un combat pour notre démocratie. C'est pas un combat seulement pour défendre la communauté juive, c'est un combat pour défendre toute la démocratie, parce qu'une démocratie ne doit pas souffrir d'actes qui mettent en danger une partie de sa communauté, une partie de ses minorités, une partie de ses handicapés, une partie de sa communauté juive. La beauté d'une démocratie et d'une société démocratique, c'est cette union justement, et c'est ce combat qui doit être le combat de tous. Donc c'est ce qui devrait, en tout cas, puisque manifestement, ça ne l'est pas de tous. Manifestement, cette guerre, qui est particulièrement atroce d'ailleurs, il faut le dire, rend les gens complètement fous. Comment on en sort par le haut, en tout cas à notre échelle en France? Tiens, Anissa Arfaoui. En lisant, en réfléchissant et en faisant la part des choses, parce qu'effectivement, si on en arrive à ce stade avec des enfants qui se font refuser l'entrée d'un parc, d'abord, c'est que le propriétaire est en roue libre et qu'il n'y a aucune distinction claire dans sa tête entre l'humain, entre l'enfant, entre des idées qu'il aurait lues, qu'il aurait... Et, ça va passer par l'éducation de chacun et surtout, il va falloir se calmer. Enfin, et comprendre que nous ne sommes pas en France les outils directs d'expression et de manifestation d'idées politiques, géopolitiques. Il va falloir remettre chaque chose chacun revienne à sa place et que tout le monde redescende. Exactement. Oui, malheureusement, on est dans une société qui est fracturée depuis quelques années. Et là, on le sent de plus en plus. Et je crois que les politiques ont aussi une responsabilité. Il va falloir évidemment revenir sur des grands sujets comme comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, dans quelle société on veut vivre. Et moi, je veux garder cette espérance que finalement, c'est pas une fatalité et qu'on a pendant tellement de temps en France été capable de vivre les uns avec les autres malgré nos différences, malgré notre particularité, malgré nos différences de culture, ethniques, religieuses, géographiques et autres. Ça faisait aussi cette particularité de la France, c'est que malgré nos différences, on était capable de se regarder dans les yeux et de vivre ensemble. Quitte à s'engueuler d'ailleurs. Absolument, mais ça fait aussi partie des relations humaines. Tiens, j'aimerais juste rappeler d'ailleurs, vous mentionnez cette photo qui est beaucoup relayée aujourd'hui, c'est une photo d'archive, elle est en noir et blanc, elle date de la Seconde Guerre mondiale évidemment, et c'est cette photo qui rappelle des souvenirs aux internautes qui ont découvert l'actualité de Portet-Puymorens. C'est la photo d'un parc à jeux avec marqué réservé aux enfants et interdit aux juifs. Ça se passait notamment à Paris pendant l'occupation. On peut rester aussi sur un autre souvenir qui nous serait plus cher, Corinne Serfati-Chetrit, c'est que revienne l'époque où on pouvait dire heureux comme un juif en France. Merci beaucoup, Corinne Serfati-Chetrit. Je vous dis à bientôt. Merci de votre
votre invitation. Mais écoutez, à bientôt, et aussi pour commenter et débattre de bonnes nouvelles, hein, il faut que ça arrive quand même de temps en temps. Avec plaisir, je le ferai avec encore plus de plaisir. Voilà, mais écoutez, on vous rappellera avec d'autant plus de plaisir. Je rappelle que vous êtes l'avocate de l'Observatoire Juif de France. Restez avec nous, chers amis. Restez avec nous également, Benoît depuis Limoges au 0826 300 300. On va essayer de se détendre. Ça, c'est un jeu qui est ouvert à tout le monde par définition. C'est dans un instant, c'est dans les vraies voix comme à la même heure de chaque soir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est l'événement de la rentrée sur Sud Radio. 52 sur Sud Radio avec Madi Saïdi, avec Anissa Arfaoui et Anthony Martin-Smith, qui est très sage ce soir, Anthony. Mais alors, c'est le décalage horaire ? On va prendre ma vitamine C si vous voulez tout savoir. Ah ben voilà, vous serez moins sage juste après, ça tombe très bien. On est aussi avec Benoît depuis Limoges au 0826 300 300. Ça va toujours, Benoît ? Ça va toujours. Bon, mais c'est l'essentiel. Bon, on va tester votre suivi de l'actualité. Je sais, ça sonne un peu comme une interro surprise. Vous inquiétez pas non plus. Hein. Vous serez quand même au second. Vous allez pas redoubler. Voilà, c'est ce que je vous promets. Je vais vous lire des citations. On le connaît, Benoît, il est bon à ce jeu. Mais non, mais je vais vous lire des citations de personnages publics, français ou étrangers d'ailleurs. Et je vais vous laisser deviner qui l'a dit. Vous répondez en premier et tout seul. Soit vous avez la réponse et vous avez le point, soit vous trompez ou vous passez. Et c'est aux vraies voix de trouver. On verra qui sera le premier. C'est bon ? Allez, on y va. C'est bon, ça me va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, qui c'est qui l'a dit, pour citer notre Cécile de Ménibus qu'on embrasse. Qui a dit, je cite Benoît, c'est une guerre que nous allons mener contre les narcotrafiquants. Qui a dit ça ? Ça ressemble à Darmanin. Retailleau. Ah, il s'est bien rattrapé. C'est lui qui s'est rattrapé. Si seulement au football on pouvait faire pareil, on rate le penalty mais on peut tirer deux fois de suite. Ce serait pratique quand même. Le souci, c'est que ce soit Darmanin ou Retailleau, ils font que des beaux effets d'annonce, mais ils se rattrapent pas beaucoup. Eux. En même temps, s'ils faisaient même pas d'effets d'annonce, vous leur en voudriez encore plus. On est d'accord contre le narcotrafic, mon cher. Non, à la limite, on préférerait qu'ils se taisent un peu plus et qu'ils agissent un peu moins. Enfin voilà, qu'ils agissent un peu plus, quoi. Quoi qu'il en soit, Bruno Retailleau a dit ça depuis son déplacement en Martinique, parce que c'est un fléau particulièrement grave du côté des Antilles. On continue. Qui c'est qui l'a dit donc alors je le traduis pour vous aider un petit peu. Il est très difficile, voire impossible de gagner une guerre sans attaquer un pays envahisseur. C'est comme ça avec l'Ukraine et la Russie. Joe Biden ne laisserait pas l'Ukraine riposter, seulement il la laisserait se défendre. Ben voilà, oui. Qui parle tout le temps de Biden ? On va finir par croire qu'il lui manque. Vous êtes chaud, mon cher Benoît ? Pourtant, j'ai pas du tout suivi l'actualité. Là, je suis en vacances, alors j'ai si je puis me permettre, Jean-Marie, vous choisissez toujours les mêmes, donc c'est un peu facile à faire. Non, mais attention, parce que si vous dites que c'est trop facile, après, il va durcir. Ouais, exactement, parce que vous le prenez comme ça. Vous pouvez pas prendre un Paul Biya ou vous pouvez pas. Oui, vous allez voir, mon cher. Ouais, hein. Alors, Benoît, qui c'est qui l'a dit au sujet, malheureusement, de la famine à Gaza. Je cite: la nourriture s'accumule aux frontières en raison d'un blocage systématique par Israël, dénonçant donc l'attitude de l'État hébreu aux frontières de la bande de Gaza. Qui a dit ça ? Les filles, ça. Non, c'était Tom Fletcher, le général adjoint, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence. Eh ben non, alors, on pouvait pas. Parce que vous l'auriez pas eu. On joue plus, sait-on jamais. Sait-on jamais. Je l'ai deviné. Allez, je vais vous aider un petit peu. Vous allez me dire, parce que sinon c'est difficile à deviner, vous allez d'abord deviner qui l'a dit et ensuite on verra. Je vous laisserai me deviner le parti si vous n'y arrivez pas. Je cite: notre rôle en tant que parti politique, c'est d'apporter des réponses aux problèmes et aux revendications des gens, pas de crier dans un haut-parleur. Qui a dit ça ? J'en ai aucune idée. Je dirais... Claire Thévenot ? Je sais pas. Non. Vous ne savez pas, alors je vais vous laisser deviner le parti. Qui a dit ça ? En Marche ? C'est pas En Marche. LR. Communiste. Non plus. Enfin, vous voyez vraiment un patron du PC dire c'est pas notre rôle de crier dans un haut-parleur. Enfin, franchement. Ils ont le haut-parleur greffé à la main. Bon, c'est RN, Bardella. Rassemblement National. C'était Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement National. C'était aussi pour dire que non, elle s'associait pas complètement, manifestement, aux manifestations Bloquons tout le 10 septembre. Voilà. Mais qui s'associe pas, qu'aucun parti ne s'associe, ça serait très bien. Bon, il y aura, si vous y êtes, vous, en tout cas, vous serez avec la France Insoumise, parce qu'eux, ils sont complètement associés. Voilà, mon cher Benoît. Non, alors je serai certainement pas avec la France Insoumise. J'avais deviné que vous alliez réagir comme ça. On vous embrasse, Benoît.
À très bientôt. Plaisir. Je vous embrasse aussi. Restez fidèles au 0826 300 300. Allez, restez avec nous. La deuxième mi-temps des vraies voix. C'est dans quelques instants sur Sud Radio. On va se retrouver juste après le journal de 18h. On va aussi vous donner quelques conseils de prudence à la veille des grands retours. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Allez, bienvenue à vous sur Sud Radio. C'est parti jusqu'à 19h. La deuxième mi-temps, tout simplement. J'ai pas de sifflet, mais le cœur y est. Je vous rappelle les 3 vraies voix du soir. Anthony Martin-Smith, notre animateur et judoka. Toujours présent, Anthony? Presque. Ouais, voilà. La vitamine C met du temps à faire effet, mais ça finit par marcher. Non, tout va bien, Voilà, c'est parfait. Madi Saïdi est avec nous également. Je le rappelle, directrice de communication d'Influence. Vous êtes aussi l'autrice d'un livre, Française venue d'ailleurs, publié chez... Je vais finir par avoir tout par cœur, publié chez Stock, vous le disiez. Et nous sommes également avec Anissa Arfaoui. Vivement que vous publiez un livre d'ailleurs. Ça pourrait arriver un jour. Peut-être bien cette année. Peut-être bien cette année. Ça, c'est du suspense. Vous êtes journaliste par ailleurs. On est rejoint tout de suite par Xavier depuis Floirac. C'est où Floirac? Rappelez-moi, mon cher Xavier. C'est juste à côté de Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux. On est à 5 km à peine du centre. Vous avez été pistonné par le réalisateur des Vraies Voix Sud Radio, qui est un Girondin pour le moins chauvin, si je puis me permettre. C'est voilà, vous êtes le bienvenu chez nous, mon cher Xavier, parce que vous êtes chez vous. Alors vous avez un coup de gueule à faire passer, Xavier. C'est contre la France Insoumise, qui a refusé l'entrée d'un journaliste du Monde à son université l'été. Oui, effectivement, ouais. Mais en fait, je suis assez surpris. Et c'est pour ça que ça m'agace face à cette France Insoumise qui se présente en permanence et qui arrive à convaincre malheureusement des millions de gens que c'est un parti qui défend la liberté, la démocratie, les droits de l'homme. C'est des gens qui arrivent à convaincre les autres que c'est le cas, alors qu'en réalité, en interne, ce sont des fanatiques qui ne respectent pas la première chose fondamentale dans une démocratie, c'est la liberté de la presse. Et là, en fait, ils refusent. Le grand gourou Mélenchon, le leader suprême, il a dit à ses ouailles, à ses troupes, non, vous n'acceptez pas les journalistes du Monde, notamment Olivier Perroux, qui a rédigé un livre qui s'appelle La Meute, que je conseille à tout le monde de lire, notamment aux électeurs de la France Insoumise, un livre qui dénonce le fonctionnement basé sur la manipulation, la domination, le harcèlement, un fonctionnement extrêmement violent qu'on peut en fait assimiler... Oui, en interne. Et en fait, c'est finalement les héritiers des staliniens. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont un fonctionnement extrêmement nocif en interne. Mélenchon, pour réussir à tenir ses troupes, il choisit les plus idiots et les plus serviles. Et tous les gens qui sont intelligents et qui ont un peu d'esprit critique et de l'honnêteté, ils sont mis de côté et ils sont bannis, harcelés. Et pour ce faire, pour aller au bout de ma démonstration, enfin la preuve ultime que c'est un parti foncièrement antidémocratique et dangereux pour la France et pour la République, c'est que regardez ce qu'ils font face aux journalistes, ils les refusent. Ils refusent la liberté de la presse, alors que ils se présentent comme les plus grands défenseurs de la démocratie. Donc c'est vraiment des hypocrites, des menteurs, des manipulateurs, et il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser, la gauche arrive à se débarrasser de ce fardeau qu'est la France Insoumise. Alors, un petit bémol avec le sourire, je pense qu'il y a 2 ou 3 insoumis que ça doit faire tout drôle de se faire traiter de stalinien, parce qu'ils viennent pas vraiment de la même chapelle à la gauche de la gauche, mon cher Xavier, mais je vois ce que vous vouliez dire. Juste un mot aussi, c'est pas le premier parti, alors j'excuse pas, en plus je suis journaliste, donc je le ferai pas, mais c'est arrivé aussi au Rassemblement National de bloquer l'entrée à des journalistes, par exemple, c'était notamment avec ceux de Quotidien à une autre époque. Tiens, on fait réagir nos vrais voix, Anissa Arfaoui. En fait, vous venez de le dire, Jean-Marie, c'est-à-dire qu'au moment où j'écoutais effectivement cette diatribe, et je comprends en tout cas la colère qu'on peut ressentir face à une porte fermée, et c'est un droit fondamental pour chaque journaliste d'entrer, d'assister à ces universités d'été. Néanmoins, ce n'est pas le premier parti à le faire. Dans une moindre mesure, on sait également quand même le gouvernement en place. Sur certains voyages officiels, notre président de la République ferme l'avion. L'avion n'est pas ouvert à tous les journalistes. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que évidemment, c'est une dérive en fait qui est plus large, qui se limite pas à la France Insoumise. C'est comme ça que vous le voyez. Exactement. Si j'ai bien compris. Madi Saïdi. Alors, tout ce qui a été dit là, j'aurais pu le dire exactement de la même manière, à la virgule près. Je suis complètement d'accord. Et alors, évidemment, ça se fait dans certains partis. On le sait bien que quand les journalistes demandent à être accrédités, on le regarde. On regarde qui c'est. Est-ce que c'est nos copains, pas nos copains? Est-ce que potentiellement, ils vont écrire quelque chose de bien ou de bien, moins bien? Donc, on les met de côté.
Mais là, en l'occurrence, moi, je partage tout à fait ce qui a été dit parce que la France insoumise s'érige quand même comme le chantre de la liberté, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et quand on regarde, finalement, on en est très loin. Mais c'est bien connu que pour certains politiques, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc moi, sans surprise, et vous avez tout à fait raison, j'aurais pu dire exactement ce que vous avez dit. Bon, ben Anthony Martin-Smith 25. Vous savez ce que c'est ce nombre C'est la position de la France selon Reporters sans frontières, 25e sur 180. C'est la position de notre pays par rapport à la considération que nous autres journalistes avons du sentiment de liberté de la presse et d'expression. C'est-à-dire qu'il y a 24 pays devant nous qui sont considérés comme étant plus libres dans l'exercice de la profession de journaliste. Moi, je trouve ça extrêmement préoccupant. Je vous dirais aussi que c'est de la faute de certains de nos confrères qui ont tendance à ramener le niveau à un statut assez médiocre de nos contenus presse et qui parfois donneraient davantage loisir à ceux qui veulent combattre la presse qui n'est pas d'accord avec certains points de vue, eh bien de leur fermer la porte. Donc oui, c'est tout bonnement révoltant, scandaleux, et ils savent bien trouver la presse quand ils en ont besoin en période électorale. Donc je vous dirais que ça ne va pas durer d'ici quelques mois. On retournera en odeur de santé auprès d'eux. Je pense, c'est possible en tout cas. Merci à vous également. Merci Xavier pour ce coup de gueule depuis Florac. Merci à vous. Bonne fin de vacances si vous en avez encore. Bon retour sinon. Et puis bon courage. Ouais, on en profite encore un peu. À bientôt sur Sud Radio, merci. Allez, profitez bien de la Gironde et allez Bordeaux. Allez, on se retrouve dans un instant au programme des vraies voix. Tiens, mais justement, on a parlé du climat malsain dans ce pays. On va revenir aussi sur la rentrée sociale. Faut-il s'attendre à une rentrée sociale explosive? Ce sera le coup de projecteur des vraies voix à 18h40 avec l'ancienne initiatrice des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski. Mais avant ça, allez, quelques conseils pratiques. Soyez prudents si vous prenez la route demain. On vous donne tous les bons conseils pour la route des retours dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 17h-19h. Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est avec nos trois vraies voix. Anissa Arfaoui, journaliste. Nous sommes avec Madi Seidi, qui est autrice et communicante notamment. Et puis le judoka Anthony Martin-Smith. 18h17, on prend la route. Les vraies voix Sud Radio. C'est la veille des grands retours et non des grands départs, évidemment. Les derniers retours, en tout cas ce week-end, sur les routes de France, retour de vacances. On va vous donner quelques conseils pratiques avec notre invité Yves Cara. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à toutes et à tous. Je le rappelle, vous êtes le porte-parole de Mobilité Club France. Est-ce qu'on a une idée d'abord du nombre de Français qui seront sur la route ce week-end ou pas? Oh, des millions, ça va faire certainement des centaines de kilomètres d'embouteillage. Donc voilà, faut s'y préparer. Et de toute façon, on rentre. Alors faut pas être pressé. Donc allons-y cool. Hein. C'est vrai. On rentre, on tourne la page et c'était une belle page. Alors en général, on est d'accord. Vous représentez des automobilistes. Ces trajets sont plutôt sur autoroute. Le retour, pour le coup, c'est là-dessus que ça se fait. Or, sur l'autoroute, le premier risque d'accident, c'est quoi? C'est la somnolence. La somnolence, oui, tout à fait. Surtout dans cette tranche, évidemment, 3h, 6h du matin, vous voyez. Donc c'est vrai que si on prend la décision de partir dans la nuit, parce qu'on se dit comme ça on va éviter tous les bouchons, pourquoi pas, c'est un risque. Donc faut bien se reposer, pas hésiter à passer le volant à quelqu'un d'autre qui lui est reposé, plutôt que de tirer un peu en se disant on n'est pas loin, on continue. Oui, c'est vrai que c'est un gros risque ça. C'est un très haut risque. Deuxième cause d'accident, ça peut être quoi? L'inattention. De toute façon, vous savez, 9 accidents sur 10 sont causés par une inattention du conducteur ou par une imprudence. Donc voilà, se dire que quand on est au volant, franchement, c'est jamais anodin, ou alors au guidon, évidemment, d'une moto ou même d'un vélo, c'est jamais anodin. On regarde devant, on évite de quitter la route des yeux pour le GPS ou pour autre chose. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est de garder toujours une distance de sécurité. Ça vous donne le temps de réagir s'il se passe quelque chose devant. Mais vraiment,
regardez devant, anticiper, c'est hyper important. Et alors, ça c'est simple, la distance de sécurité, c'est 2 traits sur l'autoroute, les 2 traits qui sont sur le bord de la voirie. C'est la journée la plus difficile du week-end, c'est demain, dès demain, dans le sens des départs. Alors évidemment, bison futé affiche vert parce que les retardataires sont plus très nombreux au niveau national. Orange quand même en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. En revanche, c'est dans l'autre sens que ça devient très compliqué. Journée rouge au niveau national, même noir sur les axes de l'arc méditerranéen. Dans ce sens de circulation, vous avez des automobilistes qui vont devoir prendre leur mal en patience, évidemment. Alors, les bouchons, c'est pas ce qu'il y a le plus dangereux, mais le plus dangereux, c'est quoi? C'est ce qui précède les bouchons. Et c'est notamment les moments où la circulation se fait en accordéon. On fait quoi dans ces cas-là? Oui, les ralentissements. Hein. Bah déjà, je trouve que quand on est sur l'autoroute, écoutez, alors c'est une radio qui est pas concurrente, hein, parce que c'est que sur l'autoroute, mais 107.7, que ce soit Radio Vinci Autoroute ou les autres, parce qu'ils vous donnent vraiment des bons conseils. Si vous dites attention, vous êtes au kilomètre 300, 310, il y a un fort ralentissement. Donc vraiment, on a des belles autoroutes. Moi, j'ai beaucoup roulé en Allemagne et puis dans différents pays du Nord. Je peux vous dire qu'on est bien prévenus, on a des belles aires d'autoroute, faut en profiter. On en a pour notre argent, en d'autres termes. On en a pour notre argent, exactement. On le paye, mais c'est un beau service. Donc voilà, pas hésiter à écouter 107.7. Et puis, oui, garder les distances de sécurité. Vous savez, avec les voitures maintenant, en tout cas les plus récentes, on a un régulateur adaptatif. On a 1, 2, 3 ou 4 barres. Oui. Bah, suivant les conditions de circulation, on en met 1, 2, 3 ou 4. Si on va pas vite, on en met 1. Si on est à 130, on en met 4. S'il y a beaucoup de pluie, à 110, on dépasse pas, on en met 3. Voilà, ça faut s'adapter quand on a cette chance. On est d'accord. On connaît tous la règle. Normalement, vous réduisez la vitesse quand il pleut, mais vous en voyez vraiment beaucoup sur l'autoroute qui roule à 110 quand il pleut? Franchement, Yves Cara. Ouais, franchement, oui. Moi, chaque fois que je descends l'île de Léron, je peux vous dire que quand il pleut, alors quand il pleut beaucoup, et il a beaucoup plu ces derniers temps. Je parle pas des grands orages. Ouais, non, mais même quand, vous savez, voilà, 110, 130, la vitesse moyenne déjà sur l'autoroute, Jean-Marie, il faut en avoir conscience, c'est 110 km/h. C'est pas 130, parce qu'on arrive dans des villes, on est à 90, 110, on ralentit, il y a des bouchons, sur les rocades, etc. Voilà. Sur les rocades, tout à fait. Donc oui, non, quand il pleut, il y en a pas mal qui se mettent à 110 parce que la visibilité est moins bonne et puis que de toute façon, voilà, à 20 km/h près, pendant quelques minutes, pendant qu'il pleut, c'est vraiment plus prudent, quoi. J'ai une dernière question qui est importante. On a beaucoup de routes demain. Je sais pas, 8h, 9h quand ça roule. C'est prévu parce qu'on part de tout au sud pour rentrer tout au nord. Il y en a qui sont dans cette corvée-là demain. Comment on prépare un long trajet comme celui-ci? Bah, je dirais que s'il y a beaucoup de soleil et qu'on a les enfants à l'arrière, pas hésiter à mettre un filet de protection solaire à l'arrière, parce que si on ne bronze pas quand on est dans la voiture, voilà, c'est quand même agressif le soleil, ça peut être dérangeant, donc faut pas hésiter à faire ça. Et puis vérifier aussi sa voiture, parce que surtout si elle chauffe beaucoup dans les embouteillages, on n'est peut-être pas prévenu quand on est à la limite du liquide de refroidissement et même de l'huile. Pas hésiter à en remettre un peu. Et puis les pneus, moi je trouve que les pneus, voilà, c'est un élément qui est sous-estimé. Faut pas hésiter à les gonfler un petit peu plus quand on est chargé. Voilà, 2,4, 2,5 de pression, on est pas mal. Et puis voilà, avec ça, je pense qu'on peut rentrer tranquille. Oui, on peut rentrer tranquille. Et on le rappelle d'ailleurs, ça a l'air compliqué pour ceux qui l'ont jamais fait. C'est très simple, les pneus. Quand vous ouvrez la portière du conducteur, il y a une autoroute, un autocollant, sur la tranche de la portière, et ça vous dit quelle est la pression idéale, dans quelles conditions, pour quel pneu. Voilà, c'est facile. Ensuite, c'est comme avec un gonfleur, mais ça marche tout seul à n'importe quelle station. Je vous souhaite bonne route, mon cher Yves Cara. Merci, oui, tout à fait. Et puis à tous ceux qui vous écoutent, merci en tout cas et de nous donner la possibilité d'ailleurs de donner des conseils, parce que franchement c'est dommage après des belles vacances de prendre des risques idiots et de pas arriver. Donc voilà, prenez le temps de rentrer tranquille, quitte à ce que ce soit un peu plus long. Pas hésiter à s'arrêter, vraiment. Toutes les 2 heures, on le rappelle. Ouais, toutes les 2 heures, c'est bien. De toute façon, c'est vrai que quand on a une voiture électrique, toutes les 2 heures, faut recharger. Donc on a pas le choix. Enfin, il y en aura pas tant que ça sur l'autoroute, quand même. Allez, merci beaucoup Yves Cara, bonne route, bonne fin de vacances, porte-parole du Mobilité Club France. 18h23 sur Sud Radio. Je vous rappelle le coup de projecteur des vraies voix à la fin de cette émission. Est-ce que vous vous attendez à une rentrée sociale explosive? On va poser la question à une ancienne gilet jaune, mais vous aussi vous avez la parole. 0826 300 300, on en débat avec vous tous à l'approche de cette journée, notamment du 10 septembre. Mais avant ça, et en quelques mots, les 3 actualités que nos vraies voix ont retenues pour les aborder dans un instant. Madi Saïdi?
Alors moi, c'est l'idée, le cheval de bataille de Gabriel Attal qui nous parle de GPA éthique. Ouais, il veut autoriser une GPA éthique. On va en débattre avec vous. Anissa Arfaoui. Et pour moi, c'est les chercheurs américains qui atterrissent tout feu tout flamme dans les universités françaises. Ouais, les réfugiés américains chassés par Donald Trump et qui débarquent en France. Et Anthony Martin-Smith. On va parler de chercheurs, mais cette fois des chercheurs qui trouvent et non qui cherchent encore. Vous allez nous trouver dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Il est 18h27 sur Sud Radio, toujours avec Anthony Martin-Smith, toujours avec Madi Saïdi et avec Anissa Arfaoui. Tout de suite, les actualités qui ont retenu l'attention de nos vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Je sais pas si on est tous épuisés autour de la table, on verra en tout cas. Là, on se sent tout de suite plus en forme. On fait attention, on veut pas être comme Jacques Villeray dans le dîner de con. On est avec Anissa Arfaoui. Vous parlez d'un exode pour une fois vers la France. Alors, un exode effectivement vers la France, ce sont des réfugiés scientifiques. C'est la dernière tendance. Alors, il faut savoir effectivement qu'aux États-Unis, Donald Trump n'a pas été très sympathique avec les chercheurs, différents présidents de grandes universités comme Harvard, Berkeley. Ou d'autres grandes universités. Alors, il leur a reproché, si vous voulez, leur manque de vigueur pour réprimer certaines manifestations étudiantes, justement sur le conflit dont on a parlé en début israélo-palestinien. Absolument. Il les a accusés aussi de wokisme, par exemple. Il a dénoncé un certain nombre de recherches, parfois même loufoques. Il y en avait pour certaines qui étaient gratinées, on peut le dire. C'est vrai. Après, la réponse, si vous voulez, des scientifiques, des chercheurs ou des présidents d'université était de se dire on peut pas rester, il va falloir partir. Et là, il se trouve qu'au même moment en France, depuis le mois d'avril et puis le mois de mai, on a ouvert les portes en mettant des fonds aux chercheurs venant de l'étranger et plus particulièrement des chercheurs américains. Ce qui peut quand même poser un petit problème éthique parce que des chercheurs en France, on en a quand même pas mal et on en a de très bons. Et nos chercheurs manquent de fonds depuis un paquet d'années. Ça fait 20 ans qu'on n'est pas très généreux avec eux, qu'on n'est même pas très enthousiaste. Il y a un désamour, on va dire, entre le gouvernement et les chercheurs en France. Je trouve que cette invitation est un peu clivante. Oui, parce elle a été mal prise par des chercheurs en France, beaucoup de chercheurs en France, qui disaient on trouve de l'argent pour les chercheurs américains alors que nous on en demande depuis... Mais à juste titre, parce qu'on en a engagé déjà, on en a engagé beaucoup, puisqu'il y a eu 600 candidats, 600 candidatures. Alors peut-être pas que des Américains, en tout cas sur cette invitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de poser sur la table des enveloppes de 500 millions d'euros au niveau européen, c'était l'annonce d'Ursula von der Leyen, 100 millions d'euros de la part d'Emmanuel Macron pour Choose France. Choisissez la France. Voilà. Bon, c'est bien parce qu'on sait que les esprits américains sont très bons, mais en fait on en a des très bons en France qui ont été reclus, un peu abandonnés, et justement qui pour beaucoup sont partis aux États-Unis ou sont partis en tout cas dans d'autres pays où on a mettait un peu d'argent sur la table pour travailler. Je trouve le message ambigu, complexe, pas très encourageant pour les chercheurs français et vraiment contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercheurs français, allez-vous-en, et puis on va prendre les Américains, peut-être gardons cet argent et essayons d'enthousiasmer un petit peu les chercheurs made in France. Tiens, qu'en pense notre vraie voix franco-américaine qui est en duplex, Anthony Martin-Smith? Écoutez, je suis à l'aéroport avec une banderole, je leur dis attention, c'est le bordel le 10 septembre. Ne venez pas. Non, ce que j'en pense, c'est que on a des cerveaux français qui partent aux États-Unis et en grand nombre. Donc, si c'est l'occasion de les faire revenir, pourquoi pas? Mais je crains effectivement, comme vient de le dire Anissa, que ce ne sera pas forcément le cas. Mais ça démontre aussi que nous pouvons avoir une science française, une science peut-être même qui s'élargisse au niveau européen, peut-être rivaliser avec bien ce qui se passe aux États-Unis, avec un plan de 500 milliards de dollars, ne serait-ce que sur l'intelligence artificielle. Donc peut-être que cela permettrait de redonner un peu de souffle à notre science. Mais écoutez, en tout cas, le message serait passé. Justement, tiens, vous vouliez tirer un coup de chapeau, mon cher Anthony, à d'autres chercheurs américains, toujours, notamment ceux de l'université UCLA de Los Angeles,
Puis avec deux autres universités du Texas et de New York qui ont réussi sur des essais de phase 1, des essais cliniques de phase 1 sur un vaccin baptisé ELI-002 qui est un vaccin permettant de se prémunir contre la récidive de cancer du pancréas ou du côlon après une intervention chirurgicale, notamment suite à une ablation. Les résultats sont plutôt encourageants, à 84% de réussite, sachant que le cancer du côlon et le cancer du pancréas touchent quasiment plus de 2,5 millions de personnes chaque année dans le monde. Effectivement, coup de chapeau, hein. C'est génial. Un vaccin contre le cancer. De toute façon, rien que ça, honnêtement, c'est toujours les mots qu'on entend et qui sont rassurants. Je vous propose qu'on en vienne au troisième tour de table de l'actualité, qui va faire débat d'ailleurs, ça va être intéressant. Oui. Madi Saïdi, il y a un autre cheval de bataille pour Gabriel Attal, qui ne consiste pas seulement à envoyer ses condoléances à l'influenceur Jean Portmaneuve. Gabriel Attal est ouvert au lancement d'une réflexion au sein du parti macroniste en vue de la légalisation de la gestation pour autrui. Alors pour vous, évidemment, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et puis moi, j'ai beaucoup de mal à entendre qu'on puisse parler de GPA éthique. Pour moi, c'est antinomique. C'est ce que recherche Gabriel Attal. Je suis prêt à faire légaliser la gestation pour autrui éthique. Exactement. Éthique, oui. Éthique, je dis bien éthique entre guillemets, parce que pour moi, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. La GPA, pour rappeler, c'est... le fait de concevoir un enfant et de le faire porter par une mère porteuse. Par une mère porteuse qui, évidemment, est rémunérée. Oui. Ça, il faut le dire, c'est aussi ce rapport. C'est pour ça que pour moi, c'est pas éthique. Voilà. Pourquoi ça ne peut pas l'être pour vous ? Ça ne peut pas être éthique, parce que d'abord... pour moi, ça s'apparente au fait de louer, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le perçois, de louer un utérus pour avoir des enfants. Et la réalité, c'est que ces femmes qui acceptent de faire des GPA, elles ne rendent pas service. Elles le font pas pour la gloire ou pour la gentillesse ou par miséricorde. Elles le font souvent pour des raisons liées à l'argent. D'ailleurs, on le voit, on voit que c'est souvent des femmes en détresse en Ukraine, en Inde, dans des pays souvent soit sous-développés ou des gens en situation financière très délicate. Et donc moi, je trouve que Gabriel Attal, une fois de plus, a trouvé une idée ingénieuse pour combler le vide. Et évidemment, il faut faire parler de lui. D'ailleurs, le président l'avait dit, je crois en 2023, que la GPA, c'était vraiment la ligne rouge. Et là, Gabriel Attal, qui je pense a envie de faire parler de lui, a envie de participer au débat, relancer le débat. C'est une vieille revendication chez un certain nombre de parents, par exemple, ou notamment des couples homosexuels. Ça existe. Oui, absolument. Non. Mais même dans des couples hétérosexuels. Mais alors, néanmoins, moi, je trouve que c'est un vrai problème de. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Madi Saïdi. En plus, ces arguments, ils sont connus. Ça pose toujours aussi un autre problème, c'est qu'il y a en France aujourd'hui des enfants qui grandissent en fin de compte, qui ont été conçus par gestation pour autrui. Et qu'est-ce qu'on leur dit à eux et qu'est-ce qu'on dit à leurs parents qui l'ont fait avant que ce soit légal en dehors du territoire français? C'est toujours compliqué. Alors là, c'est l'hypocrisie qui nous caractérise. La vérité, c'est ça, c'est que c'est illégal, mais en revanche, quand les enfants arrivent, mais si les enfants sont légaliser. Là, c'est normal. Les enfants qui sont là, évidemment, on va pas leur dire vous ne devez pas être là. Évidemment, il faut légaliser, voilà. Mais il ne faudrait pas justement que cela serve de prétexte pour que des autres enfreignent la loi. Voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Anissa Arfaoui. Je pensais justement à cette hypocrisie en vous écoutant parler parce que ça existe. C'est-à-dire, c'est une annonce pour effectivement légaliser, mais en fait, on le fait déjà. Mais pas en France. C'est ce que veut changer notamment Gabriel Attal. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller les chercher ailleurs, de les commander. J'ai un terme un peu agressif, mais de commander des bébés ailleurs. C'est ça. Je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse quand même beaucoup à ce sujet. Le mot éthique, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais si ça existe à l'étranger, ça veut dire que des Français iront toujours commander des enfants ailleurs. Est-ce qu'il faut encadrer ça chez nous? C'est une question que je me pose, mais c'est une réflexion ouverte. L'info est nouvelle, donc il va vraiment falloir faire mûrir notre réflexion là-dessus, et surtout très très encadré. Après, d'un point de vue humain, est-ce qu'il est éthique de rémunérer une femme pour qu'elle porte un enfant jusqu'à sa naissance? Non, c'est la question parce qu'on a des orphelinats qui sont pleins, en fait. Mais bien sûr, on a des orphelinats qui sont pleins, et puis la vérité, le fait de dire que... même d'ailleurs. Oui.
Et on pense pas aussi à cet enfant, qui va être séparé de sa mère, qu'on le veuille ou non. Il y a un lien qui se crée. De celle qui l'a porté. Il y a un lien qui se crée entre l'enfant pendant la grossesse, ne serait-ce que l'odeur. Qu'est-ce qu'on dit à cet enfant par la suite? Et on a aussi vu des femmes qui l'ont fait pour des raisons financières et qui après le regrettent. Sauf qu'elles ont donné le gamin et c'est trop tard, elles terminent en dépression ou autre. Et aussi des conséquences de l'après. Ça a pu arriver, Anthony. Pas que ça soit un caprice des adultes, quoi. Anthony, c'est un débat seulement français ou c'est un débat plus international? Non, c'est un débat international, en tout cas des pays qui ont l'éthique à l'égard des enfants et à l'égard aussi de qu'est-ce que la parentalité. Une GPA, une gestation pour autrui, c'est la marchandisation du corps de la femme et c'est l'objectisation de ce qu'est un enfant. Je comprends le désir de procréer et de fonder sa propre famille avec son propre patrimoine génétique, mais un peu de sérieux et moins d'orgueil dans cette question. 600 000, 650 000, ça c'est les deux chiffres que l'on a sur l'orphelinat en France. Chaque année, des enfants de moins de 25 ans qui n'ont pas de famille. Est-ce qu'on ne peut déjà pas combler par cela plutôt que de se préoccuper de personnes qui sont dans l'incapacité de concevoir quelle que soit leur situation? Moi, franchement, ça me pose question. On n'est pas en train d'essayer de créer le Amazon du gosse, quoi. En tout cas, on en aura débattu sur Sud Radio. Il est 18h38, chers amis. Je vous propose qu'on revienne à des débats tout aussi classiques, d'ailleurs beaucoup plus classiques. La rentrée sociale de la France. C'est dans quelques jours, les amis. Est-ce que vous attendez une rentrée sociale explosive à l'approche de la fameuse journée du 10 septembre? On a décidé de demander à quelqu'un qui avait participé à une autre rentrée sociale. C'était même elle qui l'avait lancée. L'une des principales initiatrices du mouvement des Gilets jaunes. Elle est avec nous, Priscilla Ludowski. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. En un mot, d'abord, on vous retrouve juste après, Priscilla Ludowski. Est-ce que vous vous attendez à une rentrée sociale agitée? Alors, agitée, oui. Vous nous direz pourquoi dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions. Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec Anissa Arfaoui, avec Madi Seidi et Anthony Martin-Smith, il est 18h43 sur Sud Radio. C'est une journée qui se prépare, que beaucoup préparent, que certains redoutent, mais qui nous donnera une bonne idée, de ce que sera notre rentrée sociale. On en parle. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Coup de projecteur sur la rentrée sociale française. Vous attendez, vous, à une rentrée sociale explosive à l'approche de la journée du 10 septembre. On va en débattre notamment avec deux anciens gilets jaunes. Regardez. D'abord, on est avec Priscilla Ludowski. Je vous retrouve avec plaisir, Priscilla Ludowski. C'est presque par vous que le mouvement des gilets jaunes avait commencé. C'est vous qui aviez initié cette fameuse pétition, signée par combien de personnes d'ailleurs à la fin? Un peu plus d'1,3 million. Ouais, un petit peu plus d'1,3 million. Vous aviez eu une revendication très précise d'ailleurs à l'époque, Priscilla Ludowski, rappelez-la. Oui, c'était au sujet de la taxe carbone. Exactement. Et donc ça tournait autour de la transparence de l'usage de cette taxe. À quoi va servir cette taxe carbone qu'on s'apprête à payer, qui nous coûte trop cher? C'était votre message, vous aviez trouvé un public et ça vous avait en tout cas permis d'être à l'origine, avec d'autres ensuite évidemment, mais de ce mouvement des Gilets jaunes qui a été très emblématique. Ma première question, Priscilla Ludowski, c'est est-ce que la journée dite bloquons tout du 10 septembre vous fait penser au début du mouvement des Gilets jaunes? Alors oui, évidemment que ça m'y fait penser parce que il y a eu plusieurs appels à l'époque à réaliser des blocages ou des opérations dites escargots autour des ronds-points ou des péages. Donc oui, forcément, ça a un écho. Ça vous rappelle les ronds-points, évidemment. C'était le tout début. Donc ça, c'est le premier point. Les revendications sont les mêmes pour vous? C'est quoi? C'est le coût de la vie? Alors à l'époque, ça a démarré avec la taxe carbone, mais ça a vite englobé d'autres revendications, notamment 3 phares qui étaient autour d'abord de la démocratie, parce qu'il y a eu la forte revendication pour le RIC. Ouais. Le référendum d'initiative citoyenne. C'est ça, et puis évidemment il y avait une revendication pour les privilèges des élus et hauts fonctionnaires. Ça a beaucoup fait de bruit, cette revendication sur la réduction des privilèges. Et puis souvent on en entend encore parler quand on entend les augmentations de l'indemnité ou quoi, donc ça revient souvent.
et puis d'autres en lien avec les services publics, et puis surtout sur la TVA, en fait, la TVA et d'avoir des produits de première nécessité plus accessibles. Donc ça tourne toujours autour de la vie chère et de la précarité, en fait. Tiens, je vous propose qu'on donne la parole à Dominique depuis Perpignan au 0826 300 300. Dominique, il faut que je vous présente mes excuses. Je vous ai annoncé en disant ancien gilet jaune. Vous aimez pas qu'on dise ancien parce que au fond vous êtes toujours gilet jaune. Oui, exactement. Que dans l'IT, on est pour toujours tous les gens dans ce cas-là. Alors, en ce qui concerne le mouvement, bon, ça va certainement bouger, mais les gens ont très peur vu ce qui s'est passé justement avec les gilets jaunes. Les violences, les blessés, les gens qui sont handicapés. Vous savez combien de blessés il y a eu, combien d'œils crevés il y a eu, combien de mains arrachées il y a eu, de gens en prison. Oui, il y a eu beaucoup d'éborgnés notamment. Mais pas que. Et le problème, c'est que moi j'allais beaucoup manifester à Montpellier. Le samedi attrapé, et dimanche, ils ouvraient le tribunal pour directement nous mettre en prison le lundi. C'était mon cas. D'accord. Alors les gens ont très peur. Après, oui, moi j'espère vraiment que ça va bouger, mais j'ai des doutes. Les gens ont peur. Et pour les revendications, la principale, c'est Gilles Macron. Voilà. Je vous le dis franchement. Le principal, c'est de foutre Macron et tous ses collègues à la rue du pays, quoi. C'est tout point final. C'est la principale. Après, tout ce qu'on va vous raconter, c'est pas vrai. C'est surtout virer ce type-là. Et après, on verra. Écoutez, on va en débattre. Bon, il a détruit la France, il a tapé sur son peuple, il a tapé sur les pompiers, il a tapé sur les infirmières, il nous a foutu dans la merde complète, il a tout vendu, il a détruit la France. Vous n'avez pas changé d'avis en tout cas, on a bien compris depuis le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que vous participerez à ce mouvement du 10 septembre. Je voudrais vous remercier Dominique, et à bientôt. Moi j'ai une question pour Dominique, Jean-Marie. Mais si bien sûr, Anthony Martin-Smith, allez-y. Oui, est-ce que vous vous sentez intact dans votre envie d'en découdre avec non pas ce gouvernement qui est le fruit finalement de décisions politiques diverses et variées, mais est-ce que vous vous sentez d'en découdre avec ce mouvement que vous décriviez juste à l'instant, où vous vous dites c'est pas grave, on attendra 2027 et on fera du dégagisme? Non, là c'est maintenant, parce que bon, il y a trop longtemps que ça dure, et si ça bouge pas maintenant, c'est fini, quoi. Là, il y a une opportunité, et les gens, il faut qu'ils fassent un effort de sortir, et voilà, il faut que tout le monde sorte dans la rue. Vous n'avez pas peur de la répression qui était justement décrite à l'instant? Si, j'ai peur parce que moi ça m'a coûté très très cher et je suis très loin d'être le seul, malheureusement. Mais non, j'ai pas peur parce que moi ils me mettront pas à jour et beaucoup d'autres personnes non plus d'ailleurs. Et on fera le maximum. Si on n'y arrive pas, au moins on aura essayé. Qu'est-ce que je vous dis? Merci. Si les gens merci, courage à vous en tout cas. Voilà. Mais merci si les pour gens votre ne sont pas témoignage. capables de suivre, voilà. On verra ça. Merci à vous Dominique depuis Perpignan au 0826 300 300. Ça pose aussi d'autres questions d'ailleurs parce que le climat est très tendu en France à tous les échelons. On a assisté par exemple, ça n'avait rien à voir avec des revendications, à des scènes de violence spectaculaires dans la ville d'Aurillac en marge d'un festival après que des policiers sont arrivés pour arrêter des gens qui taguaient une devanture d'une banque. On a eu des émeutes tout simplement. Il a fallu envoyer des CRS. Est-ce qu'il faut avoir peur de voir la récupération du mouvement aussi par des éléments radicaux et très politisés, Anissa Arfaoui? C'est évident. C'est d'ailleurs déjà fait. C'est déjà en cours puisque le mouvement a déjà été récupéré par la France Insoumise. Les gens qui ont envie d'en découdre et qui sont extra violents seront toujours là pour récupérer des bribes de ce qui reste de toute manifestation. Donc c'est déjà récupéré. Oui, et ça c'est malheureux puisque moi j'ai suivi de très près le mouvement des Gilets jaunes. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ça en France. Je vais aller voir. Donc je suis allé voir la première. Effectivement, il y avait une espèce de mouvement citoyen qui était légitime avec de vraies revendications. Et dès que le politique a mis le pied dedans, c'est devenu désastreux. Et là, on le voit bien. EDF est en train de récupérer le mouvement. Elle est en train de s'y mettre. Elle appelle. Et malheureusement, je ne crois pas en la réussite de ce mouvement parce que j'ai bien peur qu'il arrive ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, à savoir des revendications légitimes auxquelles les politiques vont venir foutre le bordel, malheureusement. Priscilla Ludowski. Qu'est-ce que vous répondez à Madi Saïdi quand vous entendez ces arguments? La récupération politique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors sur la récupération, d'abord sur le format des manifestations ou même des actions de terrain
en France, on connaît, il y a une culture de mobilisation, il y a des grèves, voilà, on sait quoi. Voilà, on sait faire. Donc il n'y a pas vraiment de surprise sur les modes d'action, si ce n'est que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a eu une combinaison de modes d'action et des lieux qui ont été investis, qui n'avaient pas été investis avant, ou en tout cas pas depuis longtemps, qui a créé la surprise. Ouais. Et le fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui a émergé en dehors de tout corps intermédiaire et qui fait que voilà, ça leur a échappé. Donc ils ont essayé de rattraper quelque chose au vol et de faire des récupérations comme toujours dans tout mouvement. Donc c'est pas une surprise, mais effectivement c'est difficile lorsque vous essayez de revendiquer quelque chose à titre citoyen, on va dire, parce que vous êtes moins audible, parce que vous avez moins de réseaux, de caisses de résonance et du coup on entend beaucoup plus ceux qui ont l'habitude d'avoir la parole, donc les politiciens, les syndicats et autres. Donc oui, c'est ce risque, il a toujours été. Est-ce qu'il peut plomber le mouvement? C'était ma question. Qu'est-ce qu'il peut, pardon ? Est-ce qu'il peut, ce risque, plomber le mouvement ? Le fait que, par exemple, vous ayez, pourquoi pas, des manifestants plutôt de droite ou alors plutôt, je sais pas, du centre ou de n'importe quoi, qui n'aiment pas la France Insoumise et qui voient le drapeau de la France Insoumise et qui se disent, dans ce cas-là, j'irai pas manifester. De toute façon, ça arrivera dans tous les sens. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas pour la France Insoumise ne voudront pas venir et ceux qui ne sont pas pour les autres partis de droite, extrême droite ne voudront pas venir. Ouais. Donc c'est ça le sujet. Donc ce qui a permis que le mouvement des Gilets jaunes émerge aussi fort, aussi en apparence spontané, parce que ça a été du travail. Ouais. On mobilise pas 700 points en France simplement en faisant un appel à la radio. Ouais. Donc on a beaucoup bossé en sous-marin, on va dire, avant que ça émerge. Mais surtout, c'est parce qu'on s'est d'abord connus en ligne et que donc à ce moment-là, il n'y avait pas de considération politique. On sortait pour des questions de précarité, de démocratie. Il y avait tout le monde là-dedans en plus dans les opinions. Tout le monde se reconnaissait dans ce qu'il y avait à revendiquer. C'est lorsqu'il y a eu effectivement les politiques et qu'on a eu tous ces corps intermédiaires qui se sont associés que là les débats ont évolué et puis que ça a pris un aspect beaucoup plus revendicatif sur certains sujets. Et donc du coup, ça a pu à un moment donné diviser, séparer les gens, etc. Mais dans un premier temps, ça a d'abord été spontané parce que on s'est retrouvé sur un terrain plus ou moins neutre, donc le numérique, donc encore une autre forme assez inédite d'émergence de mobilisation, qui ensuite a permis aux gens de se rapprocher très fort, de sortir dans la rue, mais après voilà, il y a eu des politiques. Alors après, l'idée c'était pas de dire que ces personnes-là ne sont pas les bienvenues au sens du débat. Mais c'est plutôt effectivement pour éviter qu'il y ait de la récupération au sens où on la décrivait tout à l'heure. Anissa Arfaoui. Moi je pense que là où les politiques se mêlent, il y a division. C'est quand il y a un consensus populaire à la base, que ce soit pour les Gilets jaunes il y a quelques années ou aujourd'hui avec cette journée du 10 septembre. Il y a un consensus populaire avec aucune distinction de couleur politique, de choix social. Voilà. On est sur un consensus des taxes. Et d'ailleurs tout à l'heure quand vous avez énuméré les revendications des Gilets jaunes, j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est les mêmes. On entend exactement la même chose. Et juste pour terminer, on tolérer l'introduction de couleurs politiques sur une manifestation de ce type, c'est accepter la division. Et c'est dommage parce que, moi je trouve ça dommage parce que là où il y avait consensus, en fait il n'y en aura plus. Bon, en tout cas, on suivra évidemment ce mouvement du 10 septembre. J'aimerais tous vous remercier d'en avoir débattu. En tout cas, désolé Anthony Martin-Smith, vous l'avez senti, je vous ai coupé l'herbe sous le pied, ça arrive. Mais c'est l'horloge qui a fait ça, c'est pas ma faute. Priscilla Ludowski, d'abord, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des luttes sociales et environnementales. C'est le titre duquel vous vous prévalez aujourd'hui. À bientôt sur Sud Radio, Priscilla Ludowski. Quand vous le voudrez. Merci à Anthony Martin-Smith, merci à Anissa Arfaoui. Vous ne couperez pas 2 fois, Jean-Marie. C'est ça, exactement. Et merci à Madi Seydi. Je le rappelle, à partir de lundi, vous retrouverez à la même heure Judith Belair qui revient de vacances en compagnie de Frédéric Brindel. Mais les vraies voix resteront toujours les vraies voix. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Sud Radio. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie.